Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, Monsieur Ammar Dib. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et au nom de l'équipe de l'émission Arc-en-ciel, nous tenons à vous remercier d'avoir accepté cette invitation, surtout un dimanche. Ramadan Karim wa kullu am wa antum bikhair. Il faut bien préciser que M. Ammar Dib est conseiller spécial chargé des relations institutionnelles et politiques du recteur de la Grande Mosquée de Paris, le docteur Dalil Boubacar, auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale, ex-rapporteur d'une étude réalisée avec un groupe de chercheurs sur l'islam et l'intégration commandé par la FACID, aujourd'hui la CSE, afin de mieux appréhender les enjeux et les contraintes empêchant une intégration réussie. Exemple membre de l'instance de dialogue, mais aussi c'est un écrivain et nous tenons à inciter notre auditoire à acheter ce bouquin de taille de M. Ammar Dib, Chronique d'une jeunesse oubliée. M. Ammar Dib, la question qui s'impose dans le monde musulman, ce conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans les territoires palestiniens en face de l'État d'Israël, a-t-il un impact sur les musulmans de France? Oui, bien sûr, évidemment qu'il a un impact parce que, bon, d'abord, comme tout le monde, chaque musulman assiste, constate et regarde les images que nous diffusent les médias français notamment, mais arabes, internationaux. Et c'est vrai de voir ce peuple palestinien comme ça souffrir, ne pas pouvoir créer son État, ne pas avoir sa capitale et puis subir aussi l'utilisation disproportionnée de la force. C'est-à-dire ce peuple manifeste et c'est vrai que la gouvernance actuelle israélienne dirigée par un Premier ministre à la tête du parti le Likoud, qui est un parti d'extrême droite, ont des réactions évidemment disproportionnées qui causent de nombreux morts chez les Palestiniens, évidemment. Aucun musulman, aucun arabe à travers la planète ne peut rester insensible à ça. Nous sommes tous touchés par ce drame. Et spectateurs, malheureusement, souvent spectateurs, mais sans véritable réaction qui puisse changer les choses. On entend les intellectuels ici et là dire que il faut deux États, mais enfin on entend ça depuis 20 ans, 30 ans. Enfin, il y a eu les accords d'Oslo et puis il y a eu d'autres rencontres depuis pour permettre qu'émerge un consensus autour de deux États. Mais on n'a toujours pas ça, et ce qui a embrasé les choses il y a une semaine, la semaine dernière, c'est évidemment que les États-Unis décrètent que leur ambassade dorénavant serait dans ce qu'ils reconnaissent eux comme capitale de l'État d'Israël, Jérusalem. Vous savez, je vous apprends rien évidemment, que Jérusalem pour les musulmans c'est quand même le troisième lieu saint. Donc on se sent évidemment d'autant plus concerné que nous sommes musulmans et que nous souhaitons que ce lieu reste le troisième lieu saint et que chaque musulman puisse s'y rendre librement et que parallèlement, évidemment, que les Palestiniens puissent, on va dire, jouir eux aussi de Jérusalem comme capitale et qu'ils puissent avoir un État digne de ce nom.
Vous êtes un conseiller spécial chargé des relations institutionnelles et politiques du recteur de la mosquée de Paris, mais je vous appelle, je vous parle sur la base d'institutions. Comment vous voyez-vous la réaction de l'ensemble des institutions qui représentent l'islam ici en France, qui sont assez nombreuses, devant ce conflit qui perdure et qui promet d'être encore plus dur dans les années à venir? La réaction, elle est pas très. Vous avez remarqué que elle est pas très, comment dire, très formalisée. Enfin, je veux dire, ici et là, les gens dénoncent évidemment ce qui se passe, mais même les manifestations, c'est quand même assez lamentable. J'ai pas peur de le dire, mais quand on manifeste pour soutenir les Palestiniens, quand on manifeste en France, les musulmans notamment, les arabo-musulmans, enfin les manifestations, quand elles rassemblent quelques milliers de personnes, c'est le bout du monde, et encore c'est rarement le cas. Donc ça montre quand même, on est dans un pays où vous avez 6-7 millions de musulmans, et quand il faut manifester sa réprobation de ce qui se passe là-bas, on n'est pas très mobilisé, on n'est pas très organisé. Il y a une crainte, une frilosité, une peur de la part des responsables, on va dire, musulmans à travers notre territoire, qui osent pas trop, on va dire, affirmer les choses, dire les choses et prendre le parti de clamer haut et fort qu'il est temps aujourd'hui que les musulmans de la planète puissent soutenir le principe de deux États dans cette contrée et que les Palestiniens soient protégés, considérés, qu'ils puissent vivre librement et sans souffrir aux côtés des Israéliens qui ont le droit aussi à leur État, mais dans la paix surtout. Et dans la considération mutuelle. Mais le souci, M. Edib, c'est que simplement, vous dites la peur, mais il y a d'autres qui disent, il y a des gens qui disent, oui, c'est normal que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de normal. L'État d'Israël défend son territoire. Les Palestiniens devront en faire en sorte. Et il y a pas que la peur, il y a aussi le hockey. Le hockey, qui parfois il est timide de l'annoncer, mais on le sent. Est-ce que cela signifie comme quoi simplement ce conflit prend une autre direction, comme quoi maintenant que les musulmans ont compris comme quoi ils devront reconnaître l'État d'Israël tel qu'elle est et en même temps imposer la création d'un État palestinien pour que les deux peuples puissent vivre en paix et qu'il n'y aura pas d'impact sur d'autres pays, soit européens, soit ailleurs? Ou bien, tout simplement, c'est une attitude arabo-musulmane, comme vous l'avez bien dit au départ, de peur ou de médicoricité. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que et je tiens à le préciser parce que c'est important, j'ai eu l'occasion de me rendre 2 fois là-bas. Dans la population israélienne, vous avez de nombreux juifs, intellectuels et des journalistes et autres qui n'acceptent pas cette situation et qui manifestent eux aussi là-bas, et on l'a vu. Et donc ça veut dire que des démocrates, il y en a chez les Arabes, il y en a aussi en Israël, et malheureusement à la tête de ce pays, je parle d'Israël, depuis un certain nombre d'années, il y a un premier ministre qui lui est jusqu'au boutiste et plutôt dans des positions extrêmes. Et ça permet pas le dialogue. Toutefois, on constate quand même qu'on a des réactions à travers le monde d'un certain nombre de pays. Je pense à l'Afrique du Sud, à l'Irlande et à beaucoup d'autres qui ont même la France. Le président Macron a fait un communiqué en disant que la disproportion l'utilisation disproportionnée de la force. C'est vrai que ça résout rien et que ça ne permet pas d'avancer positivement, mais en même temps, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez des adolescents qui jettent des pierres et en face, vous avez une armée, l'une des plus puissantes du monde, qui tire à balles réelles. Donc, vous savez, à la limite, il n'y a même plus besoin de manifester. Les images parlent d'elles-mêmes et très majoritairement à travers le monde, les gens constatent bien qu'il se passe des choses inacceptables du point de vue des droits de l'homme, du point de vue du droit international, du point de vue de la liberté et des droits des peuples à vivre libres et égaux. Et on voit bien que là, les Palestiniens sont les victimes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je pense que, contrairement à ce qu'on peut
qu'on peut penser parfois, Israël n'a pas marqué des points. En dehors des États-Unis, je pense que la politique de Netanyahou conduit Israël à se marginaliser, à s'isoler. Hein. Alors ils ont un soutien de poids, c'est les États-Unis, première puissance mondiale, c'est vrai. Mais malgré tout, je veux dire, les gens constatent qu'il y a vraiment une injustice insupportable et qu'il le sera de moins en moins. En complément de ça, je dirais que on peut se désoler quand même que politiquement, le monde musulman est assez médiocre, quoi. Je veux dire, on est assez impuissant, on est incapable de créer une opposition, on va dire, je parle une opposition politique, hein, qui fasse entendre, une opposition qui permette qu'à un moment donné les États se parlent. Et qu'il y ait une concertation, quand on voit même à l'ONU, quoi, les États-Unis encore cette semaine, au Conseil de sécurité, c'est le statu quo, quoi. Ils estiment que non, les Palestiniens sont des terroristes et que la réaction d'Israël est tout à fait justifiée. C'est les seuls à le dire, Dieu merci, mais ils continuent à se maintenir dans cette position-là parce que politiquement, à un moment donné, il n'y a rien en face qui permette de faire changer les choses ou de les faire évoluer positivement en direction des Palestiniens. Et ça, on peut le désoler. C'est quand même regrettable et malheureux. Mais encore une fois, la communauté musulmane à travers le monde, elle est divisée et elle est pas très, comment dire, elle est pas très efficiente, quoi, quand elle intervient. Le deuxième volet qu'on souhaite développer avec vous, si vous le permettez, c'est la place de la Grande Mosquée de Paris dans l'échiquier de la gestion de l'islam de France, en France. On a constaté ces derniers mois, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'actualités sur la mosquée, sur les échanges qui ont été faits sur son recteur, il y a aussi sur le CFCM, bien sûr, avec cette décision tant attendue du président de la République pour mettre les premiers jalons de la gestion de l'islam de France. Quelle place actuellement peut avoir la mosquée de Paris dans la gestion de l'islam en France? Ben écoutez, d'abord, historiquement, la mosquée de Paris, c'est quand même un symbole très important et peut-être le symbole le plus important en tant que mosquée à travers la France. C'est une mosquée qui a été décrétée et dont a été érigée à partir de 1922 et inaugurée en 1926. Et a été décidé la construction de cette mosquée et son financement par l'État français. À l'époque, c'était Édouard Herriot qui avait proposé ça en réponse aux nombreux musulmans morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Et donc ce symbole doit être perpétué et la mosquée de Paris le perpétue chaque année. Et donc c'est quand même beau de constater que l'État français, je vous rappelle qu'en 1905, il y avait eu la séparation de l'Église et de l'État par la loi 1905. Et malgré ça, ils ont dérogé à cette règle pour que les musulmans puissent disposer d'une très belle mosquée au cœur de Paris. Donc ça reste un symbole et donc on n'imagine pas une seconde que l'islam puisse s'organiser en dehors, et que la mosquée de Paris soit en marge de cette organisation. Premier point. Deuxième point, la mosquée de Paris forme des imams. Elle a des relations avec un certain nombre de pays musulmans. Elle est visitée par des centaines de personnes tous les jours, j'ai pu le constater moi-même. Le vendredi, vous avez plusieurs milliers de personnes qui viennent prier là-bas. Donc c'est une mosquée qui transmet des messages, qui véhicule en termes d'image extérieure un islam tolérant, sunnite, respectueux des valeurs de la République, un islam tolérant, un islam ouvert, un islam de dialogue, un islam qui invite à la solidarité. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses positives. Je parle de l'institution, des choses positives bien sûr. Sur lesquelles l'organisation future d'un islam de France peut prospérer. Et donc on a aujourd'hui de nombreuses grandes mosquées, mais il se trouve que la mosquée de Paris est dans la capitale française, qu'elle est la plus ancienne dans la métropole, et par conséquent, je pense ce symbole, on peut pas s'en passer, on ne pourra jamais s'en passer. Donc, on se doit d'organiser le culte musulman et d'intégrer la mosquée de Paris dans le cadre de cette organisation. Vous avez entendu comme moi, donc suite à ce mois de Ramadan, il y a un certain nombre des imams qui ont fait le déplacement pour animer des veillées religieuses lors de ce mois sacré, et ça a créé un tollé aussi médiatique. Il y a beaucoup de monde qui sont remontés sur
sur le sujet. Comment? Oui, sur les 300 imams, là. Exactement. Comment vous Oui, voyez, écoutez, comment vous voyez-vous cette réaction inattendue, et vu que ces imams, ils viennent depuis plusieurs années ici en France et qui repartent à au jour de l'Eid, le dernier jour de Ramadan. oui, c'est les gens qui réagissent, Jeannette Bougrab et beaucoup d'autres, comme ça, l'ancienne secrétaire d'État. Bon, c'est des gens de toute façon qui ont passé leur temps qui passent souvent leur temps à critiquer l'islam, les musulmans. Ils sont souvent dans l'amalgame, ces gens-là, dans la réaction. Si c'était un peu informé, il saurait que, bon, ces imams viennent pour aider les mosquées qui n'ont pas d'imam à pouvoir célébrer le tarawih du soir, la récitation du Coran, chaque soir pendant 29-30 jours durant le mois du Ramadan. Donc ils viennent essentiellement pour ce mois de Ramadan et ils repartent. Il se trouve que l'immense majorité d'entre eux sont, on pourrait dire, des fonctionnaires de l'État algérien, de l'État marocain, turc. Et donc c'est des gens à la fois disciplinés, c'est des gens formés, c'est des professionnels, on va dire, dans leur domaine. Et donc, si vous voulez, on n'a rien à craindre de ces imams et on sait qu'ils sont là pour la durée du Ramadan et qu'ils repartiront après. Donc, la réaction, elle a aucun sens. Laisser entendre que 300 imams étrangers vont envahir la France et ne repartiront pas et vont propager un islam, je ne sais quoi. Enfin, laisser prospérer tous les fantasmes comme ça. Moi, je dis, c'est de la malveillance. Et c'est pas de la maladresse parce que ces gens qui se veulent intellectuels, il suffirait qu'ils s'informent un peu et en même temps, c'est insultant pour le ministère de l'Intérieur qui autorise la venue de ces imams. Et vous pensez bien que le ministère de l'Intérieur, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, ils vérifient les choses, ils les ont contrôlées et s'ils autorisent la venue de ces 300 imams, ils savent pourquoi. Vous avez Voilà. vous avez écrit un livre, donc chronique d'une jeunesse oubliée. De quoi il s'agit? En fait, je raconte comment, quand j'étais étudiant à l'école de notariat, à la fac de droit, chaque été, je travaillais, je cherchais des boulots, souvent à l'usine, j'ai fait souvent dans le nettoyage, enfin, il fallait que je bosse l'été pour payer mes cours durant l'année, et mon père était ouvrier, donc il n'avait pas les moyens de me prendre en charge, donc voilà. Et puis un jour, le maire de la commune où j'habitais me dit, écoute, pourquoi tu vas travailler à l'usine? Reste 2 mois avec nous, on a une maison de quartier. À chaque fois qu'on l'ouvre, les animateurs se font tabasser. Toi, tu joues au foot à un haut niveau, en national, tu fais des études, les jeunes te respectent. Écoute, aide-nous à l'ouvrir et travaille pour nous. Donc je dis OK. Et c'était ma première expérience dans le domaine social. J'avais 20 ans à peine. Et je découvre comme ça ces jeunes de quartier. Là-dedans, vous aviez des délinquants, des vendeurs de drogue, vous aviez puis des jeunes normaux qui n'avaient pas d'antécédents. Et je passe 2 mois avec eux qui sont extraordinaires, qui sont une vraie révélation pour moi, et je m'aperçois que j'ai une vraie fibre sociale et que j'aime être parmi ces jeunes, j'aime les aider, j'aime les conseiller. Et ces jeunes-là, tous les jours, ils viennent m'expliquer, me poser des questions, enfin m'expliquer leur détresse, me poser des questions, me demander de leur expliquer ce qui se passe politiquement, comment on peut lutter contre les discriminations, comment on peut militer politiquement, pourquoi on n'est pas accepté. Ils me posent des questions aussi sur la religion. Alors l'islam, qu'est-ce que ça dit pas, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui l'est pas. Et donc je les trouve très très, comment dire, très abandonnés, très livrés à eux-mêmes, et je me dis que j'ai peut-être un rôle à jouer auprès de ces jeunes. Et finalement, au bout de 2 mois, quand le maire me revoit, il me dit, écoute, c'est formidable ce qui s'est passé cet été, tu peux pas partir, reste avec nous, prends une année sabbatique, suspends tes études pour au moins une année, et puis voilà. Et donc là, je raconte dans ce livre comment ma découverte de ces quartiers, de ces jeunes, de leurs difficultés, comment j'ai passé des moments extraordinaires. Et le but de ce bouquin, c'est d'expliquer que finalement on raconte beaucoup d'âneries souvent sur les jeunes des quartiers et que ils sont pas faciles. Ils sont parfois le désœuvrement les conduit à certains excès, à certains comportements extrêmes. Mais en même temps, si on sait les prendre, je pense que dans les banlieues françaises, il y a un capital humain extraordinaire. À tout point de vue, dans le domaine économique, dans le professionnel, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine culturel, dans le domaine du sport. C'est un potentiel. Un potentiel énorme, un ouais. potentiel humain énorme, sur lequel on devrait, le gouvernement devrait compter.
Bah, écoutez, j'invite notre auditoire à acheter ou à feuilleter la chronique d'une jeunesse oubliée, préfacée par Jean-Louis Bourleau quand même, il faut bien le préciser. Ammar Adib, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation un dimanche. C'est moi. C'est un plaisir de t'entendre depuis X temps. Et sachez-le, Arc-en-Ciel est à ta disposition quand tu le souhaites. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Ammar. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.